Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia The World Before. Alors on s'était laissé après avoir fait la quête annexe, où est-ce qu'elle est? La quête annexe, inspecter la chambre du Gorum. Donc on en a appris pas mal, comme quoi il faisait partie de la résistance, qu'il a passé quand même pas mal d'années à essayer de retrouver le corps de Léon Kobatis, qu'on a enfin découvert. Et maintenant, on va aller discuter de tout ça avec mademoiselle Lenny, en espérant qu'elle arrête de nous cacher des choses et qu'elle nous dise enfin le fin mot de l'histoire. Allez, c'est parti. Ah, Fraulein, je me doutais que vous finiriez par revenir. Vu votre expression, vous avez déjà rencontré Ludwig. En effet. Et cela a soulevé pas mal de questions à votre sujet. Sur ce que vous m'avez dit lors de notre première rencontre. Et sur ce que vous ne m'avez pas dit. Bien sûr. On a beau fuir son passé, on peut jamais vraiment lui échapper. Mais vous le savez déjà. N'est-ce pas, Fraulein? Je voudrais comprendre, mademoiselle Lenny. Comprendre pourquoi vous ne m'avez pas parlé de la mort de Léon. De votre combat ensemble dans la Résistance. Ni du gore de Monsieur Ludwig. Cela nous aurait épargné à toutes les deux une sacrée perte de temps. Cela n'aurait fait que soulever de nouvelles questions. Des questions menant à des événements dont je n'ai jamais parlé. À personne. Pas même à toi, mon cher Ludwig. Lenny. Ah, j'imagine que tout cela n'a plus guère d'importance. Il doit être temps de confesser mon crime. De quoi parlez-vous? Ce furent les plus belles années de ma vie. Rejoindre la Résistance, contrairement à mon couard de père. Lutter côte à côte avec Léon après son retour miraculeux du Baltaillard avec Ludwig. J'avais enfin un but. Léon était un meneur d'hommes extraordinaire. Et je sentais qu'il commençait enfin à me prendre au sérieux. Surtout après la disparition de Dana. Je savais qu'il en était encore amoureux. Après tout, n'était-il pas allé à l'autre bout du monde pour la sauver? Mais nous pensions tous qu'il était rentré trop tard et que Dana avait péri avec ses parents au cours des pogroms. Je me disais donc qu'il finirait bien par surmonter son deuil. Et c'est là que Dana est tombée du ciel, littéralement.
Dana avait été envoyée par Londres, c'est ça? Afin de superviser une opération menée par votre réseau de résistance. L'exfiltration d'un civil vers la Suisse, si je me souviens bien. En effet. Mais Léon ne nous a jamais dit que Dana serait impliquée. Peut-être n'arrivait-il pas à y croire lui-même. Vous les auriez vus, Fraulein. C'était comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Savez-vous si Dana lui a parlé d'un enfant? Peut-être comptait-il en avoir un au Baltaillard, qui sait. Au Baltaillard? Oui, il ne faisait que parler de ça, du fait qu'ils iraient vivre là-bas après la guerre, aux côtés de Ludwig et de sa tribu. Mais tout cela ne serait qu'un rêve brisé de plus. Bon, je devrais appeler Londres à présent. Ma radio est en bas. Mais avant tout ça, parce que... Ouais, ça fait quand même beaucoup, non? Ça fait même beaucoup, tout ça. Ok, ce que je vais faire, c'est... Je crois qu'on peut encore... Ouais, non, je vais le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Au moins, pour cette partie-là. Donc, journal de Dana. 23 mai 1937, 7h30. Il fallait bien un grand événement pour inaugurer ce carnet. Alors nous y voilà. Le grand jour est arrivé. J'ai été désignée parmi tous les élèves de l'Académie de musique pour jouer le chant des cygnes, l'hymne de notre ville, sur la grande place de Wagen. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. En fait, je pense que je suis tout bonnement terrorisée. Je me refuse de répéter encore une fois cet air magnifique avant de partir. À quoi bon? Mon destin se joue aujourd'hui à 12h15 très exactement. Il y a toujours énormément de monde sur la place à cette occasion. 8h30. J'ai le ventre noué. Je n'ai rien pu avaler au petit déjeuner, malgré ma mère qui a préparé son fameux Tart, parce que ça, aux abricots, dont je raffole d'ordinaire. Mes parents ne viendront pas me voir. Ils ne peuvent pas abandonner le magasin un jour comme aujourd'hui. Pour des commerçants, c'est le meilleur jour du printemps pour les affaires. Et puis, c'est peut-être mieux ainsi. Je ne supporterai pas d'être couverte de honte devant eux, au cas où je ne serais pas à la hauteur. 10h. Monsieur et madame Zimmer sont arrivés. Ils viennent de plus en plus souvent. Les affaires, toujours les affaires. Mon père répète à qui veut l'entendre qu'en ces temps incertains,
Rien n'est jamais de trop. Pendant que les hommes s'enfermeront dans les bureaux, Monsieur Zimmer est marchand d'art, Madame Zimmer aidera maman au magasin. 11 heures. Frau Beckmann doit m'attendre, c'est la rectrice de l'académie. Fini d'écrire, ne pas oublier ma convocation, embrasser mes parents, sauter dans le premier tramway en route d'Anna. 1er juin 1937. Le concert s'est déroulé à merveille, quel soulagement. Je me sens plus confiante que jamais pour envoyer ma candidature au Conservatoire de Paris. Plus qu'un an à l'Académie de musique de Wagen et mon aventure pour devenir pianiste professionnel pourra enfin commencer. Mon rêve. Je peux aider mes parents à payer les frais de scolarité grâce au travail d'été que j'ai décroché au refuge de montagne du Silberspiegel. C'est Adam Zimmer, l'ami de mon père, qui m'a mise en contact avec R. Gustav, le responsable du refuge, qui m'a envoyé une lettre d'embauche. L'aventure commence. Wagen, 21 juin 1937. Youpi, l'école est finie, yay! Cette année m'a fait l'effet d'une promenade de sentier en comparaison du concert de printemps. Mes nerfs ont été mis à rude épreuve et je suis bien contente que ce soit terminé. Les vacances seront bienvenues, mais je suis impatiente d'entamer une nouvelle année à l'Académie de musique. Cependant, papa dit que j'allais devoir payer pour avancer désormais. Que j'allais devoir payer pour avancer désormais. C'est pourquoi je dois travailler cet été pour Gustave au refuge de montagne du Silberspiegel. Le salaire n'est pas bref, mais il m'aidera tout de même à poursuivre mes études. En plus, je serai nourrie, blanchie, et je pourrai prendre un grand bol d'air de montagne. Maman n'a eu de cesse de me répéter à quel point cela serait bon pour mes poumons. Je la soupçonne d'exagérer quelque peu ma maladie afin de pouvoir me garder sous son aile comme une mère poule. Mais je garde cela pour moi, car ce n'est qu'hier le moment de contrarier mes parents. Ils ont déjà fort à faire ces temps-ci. Il y a déjà l'argent, ou plutôt son absence. La boutique de mes parents ne se porte plus aussi bien qu'avant, c'est un effet inédit. Et je vois bien que mon pauvre papa, qui n'a pas réussi à mettre de côté autant d'argent que son ami et associé d'un jour, R. Zimmer, se sent humilié à l'idée que je doive travailler pour payer mes études. Et puis, il y a les persécutions de l'ombre brune à l'encontre de mes parents et de nos voisins. Les choses semblent empirer depuis quelques semaines. J'ai même entendu mes parents s'inquiéter d'une paisible accession au pouvoir de ce méprisable parti. C'est d'autant plus inquiétant que son influence ne cesse de grandir en Ostertal, mais également à travers toute l'Europe, voire à travers le monde. La politique ne m'a jamais beaucoup intéressée, mais je suis sûre d'une chose, cela ne peut être une bonne nouvelle pour personne. Wagen, 7 juillet. 1er juillet? Non, 7 juillet 1937. Le 1 et les 7, s'il vous plaît, faites en sorte qu'ils soient différents, please. Merci. J'ai peu de temps pour écrire. Il y a tant à faire au refuge, c'est éreintant, mais fort intéressant. Je suis soulagée que R. Gustave se montre si gentil avec moi. Je ne peux néanmoins pas en dire autant de sa fille, l'aînée, mais nous n'avons peut-être besoin que d'un peu de temps pour faire connaissance. Nous verrons bien. Bref, je dois y aller. De nouveaux clients viennent d'arriver pour l'été. Un sympathique petit groupe. Des scientifiques venus s'entraîner afin de préparer une expédition, si j'ai bien tout compris. Ils sont venus avec leur guide ainsi qu'avec une célèbre cinéaste. Je ne vais pas chômer. Wagen, 5 septembre 1937. Tout ce que je peux dire, c'est que bien des choses ont changé depuis le soir mémorable où j'ai rencontré Léon au refuge. J'ai vécu cet été passé à ses côtés comme un rêve ou un doux interlude. Wagen, 6 septembre 1937. Je suis finalement allée dire au revoir à Léon. Quelle terrible séparation. Je n'arrive plus à écrire. Maudit soit l'ombre brune et Frank Hoss de nous avoir imposé un tel chagrin d'amour par pur désir de vengeance. Wagen, 14 septembre 1937. La nuit dernière, j'ai revu Yunta, la cinéaste et amie de Léon que j'avais rencontrée l'été dernier au refuge. Je ne vois pas pourquoi une personne si connue et si indépendante irait se soucier d'une gamine de 18 ans quelques mois. Ce n'est probablement, j'imagine, que pour honorer la promesse faite à Léon de veiller sur moi. Mais je dois reconnaître qu'elle paraît sincère. Peut-être sommes-nous simplement en train de devenir amis. Mais ce n'est pas tout. Yunta m'a donné une lettre. De Léon. L'expédition origine avec laquelle il est parti est arrivée à Kantar, la capitale de Baltaïa. Tant qu'il y restera, nous pourrons nous écrire. Léon enverra ses lettres à Yunta qui me les transmettra discrètement afin d'éviter toute, disons, gestion indiscrète que pourraient me poser mes parents à propos de la provenance de ces lettres et surtout de leur expéditeur. Wagen, 21 septembre 1937.
Je ne tiens plus en place. J'ai encore vu Yunta hier, et elle m'a donné une autre lettre de Léon. Apparemment, Herberger, le chef de l'expédition, se comporte de manière épouvantable avec Léon, tout en sachant pertinemment qu'il a été forcé d'accompagner l'expédition. Léon donne cependant une description qui fait rêver de Cantar et du Valtaïa. J'adorerais vraiment être à ses côtés, à vagabonder dans un pays merveilleux. Noël me semble si loin, je suis si impatient de le revoir, à tel point que je suis prête à accepter ce stupide surnom qu'il m'a donné. Il l'utilise dans toutes ses lettres, en tout cas. Léon m'a ensuite annoncé le départ imminent de Cantar des membres de l'expédition Origine. Ils ont l'intention de s'élancer vers les terres sauvages des hauts plateaux du Baltaïa, afin de poursuivre leurs recherches de l'abominable homme des neiges. Mais le pire, c'est que Léon ne sera plus en mesure de m'écrire, puisqu'il prétend que le Yeti ne dispose pas de service postal. Cela n'a rien de drôle. Enfin bref, j'espère que tout se passera bien pour lui. Wagen, 14 octobre 1937. Je dois reconnaître, mon cher journal, que je suis un peu inquiète. Cela fait plusieurs semaines que je n'ai pas eu de nouvelles de Léon. Je savais qu'il ne serait plus en mesure de m'écrire après être parti pour les hauts plateaux, mais je n'avais pas réalisé que l'expédition était censée y demeurer si longtemps. Je me demande ce qui peut les retenir. Pagan, 21 octobre 1937. Toujours aucune nouvelle de Léon. Cela commence à me rendre physiquement nerveuse. Je n'arrête pas de faire d'horribles cauchemars de Léon se faisant attaquer par de féroces créatures des neiges. J'étais malade au réveil ce matin, et je me sens oppressée comme si l'affliction de mes poumons était de retour. Mes professeurs de l'académie me trouvent distraite. Je dois trouver un moyen de me reprendre. Yunta devrait me passer me voir à l'académie après les cours. Avec un peu de chance, elle aura de bonnes nouvelles. 22 décembre 1937. Mon cher journal. Tant de choses se sont produites depuis que j'ai reçu la lettre de Léon il y a quelques jours de cela. Je me remets progressivement. Aujourd'hui, papa et maman m'ont annoncé que j'allais devoir m'éloigner quelque temps. J'aimerais expliquer ce qui se passe, mais je ne sais pas trop par où commencer. Je vais tenter d'organiser mes pensées tout en terminant de faire ma valise. 14 octobre 1940. Mon cher journal. Je sais. Cela fait maintenant 3 ans que je n'ai pas écrit une ligne depuis que j'ai quitté le sanatorium près de Wagen. La raison en est que mon journal doit se trouver dans le coffre de la chambre où je l'ai laissé avant de partir en convalescence. J'utilise donc un substitut anglais pour y écrire ces quelques mots. J'ai passé ces dernières années ici à Londres. C'est là que Yunta m'a amené après la mort de mes parents et de ma... Non, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas parler d'elle. Bref, cela fait 2 ans que Yunta m'a sauvé des pogroms qui ont suivi l'annexion de Wagen. Yunta, la cinéaste, ou plutôt Jeannette de son vrai nom, s'est avérée être un agent double travaillant pour les Alliés. J'aurais dû m'en douter, mais le fait qu'elle menait une double vie aura au final sauvé la mienne. Enfin, je ne sais pas trop si mon existence à Londres ces 2 dernières années peut vraiment être qualifiée de vie. J'ai passé mes journées cloîtrées dans l'appartement de Yunta, n'en sortant que de temps en temps pour aller jouer un peu du piano au pub du bout de la rue. Mais cela ne me rendra pas mes parents, ni Léon, ni notre fille. Lors de ces courts passages à Londres, Yunta n'a eu de cesse de m'inciter à me reprendre, affirmant que j'étais dépressive et que je devrais consulter un spécialiste. Mais à quoi bon? Je dois avouer que je m'étais juré de ne plus jamais rien écrire, mais ce soir, je n'ai rien d'autre à faire. Je suis coincée ici, dans cette station de métro, avec des centaines d'autres personnes. L'ombre brune bombarde Londres quasiment toutes les nuits, sans discontinuer. Cela me donne l'impression d'être traquée, comme si l'ombre brune en avait personnellement après moi, où que je sois, pour me punir d'avoir eu l'arrogance de lui échapper à vague. 15 octobre 1940. Bon, j'ai survécu à une autre nuit de bombardement, mais tout le monde ne s'en est pas aussi bien tiré. Dans une autre station de métro, une conduite d'eau a été touchée par une bombe. La station s'est retrouvée inondée et près de 60 personnes sont mortes ou noyées. Il y avait des enfants parmi les victimes. Je ne supporte plus ce sentiment d'impuissance. Je n'en peux plus de passer mon temps à attendre la prochaine tragédie à éviter. Je dois faire quelque chose, combattre l'ombre brune et essayer avec mes modestes moyens de changer le cours de ce siècle qui est en train de tourner à la catastrophe, et qui semble prendre un malin plaisir à faire preuve d'une infinie cruauté envers moi. 30 septembre 1941. Tant de choses ont changé depuis ma précédente entrée dans ce journal. La dernière fois que Yunta m'a rendu visite, je n'arrivais décidément pas à m'habituer à l'appeler Jeannette. Je lui ai demandé si elle pouvait me trouver un travail afin que je puisse contribuer à l'effort de guerre contre l'ombre brune.
Yunta a dû considérer ma requête comme un signe que mon état mental s'était amélioré, puisqu'elle a aussitôt entrepris de tout faire pour le satisfaire, pour la satisfaire. En faisant appel à ses contacts, elle a réussi à me trouver un poste d'assistant militaire au Foreign Office, au sein du département chargé de la supervision des groupes de résistance contre l'ombre brune, dans tous les territoires occupés d'Europe. Je ne suis peut-être qu'une simple assistante pour le moment, mais j'ai bien l'intention de gravir les échelons aussi vite et aussi haut que possible. Le fait d'être ainsi focalisé sur la lutte contre l'ombre brune m'empêchera assurément de me morfondre sur tout le reste. 1er décembre 1941. Bientôt Noël. Cela fait maintenant 4 ans que Léon aurait dû me rejoindre après son départ pour les Baltaillards avec l'expédition Origine. Où que tu puisses être après tout ce temps, je te souhaite de reposer en paix, mon Léon adoré. 20 avril 1942. J'ai eu la mauvaise surprise de me réveiller à l'infirmerie ce matin. Je suis encore restée travailler jusqu'à fort tard la nuit dernière, au point que j'ai apparemment fini par perdre connaissance. Mes supérieurs m'ont menacé de m'imposer un congé si je refusais de ralentir. Je sais qu'ils ont raison, mais je ne peux pas m'en empêcher. Chaque minute compte pour tous ceux qui aspirent à triompher de l'ombre brune. 5 mai 1942. J'ai reçu une visite en coup de vent de Yunta hier. Officiellement, elle était de passage pour une exposition, mais officieusement, il s'agissait plutôt de faire son rapport au Foreign Office. Yunta a entendu parler de mon malaise et de mon surinvestissement dans mon travail. Je m'attendais un peu à ce qu'elle me réprimande, mais ce fut tout le contraire. Yunta est même allée jusqu'à plaider en faveur de ma participation à des opérations sur le terrain, des opérations militaires secrètes. Mon entraînement commencera la semaine prochaine. Je ne tiens plus en place. 7 juin 1942. Cela fait plus d'1 mois que j'ai commencé mon entraînement. Je suis épuisée, mais tout se déroule au mieux. Je dois reconnaître qu'au début, je me suis montrée assez appréhensive à l'idée de devoir manipuler des armes, mais il s'est rapidement avéré que j'étais plutôt douée pour la chose. Il va sans dire que je ne deviendrai jamais une machine à tuer, mais je sais me défendre, j'ai de bons réflexes et je suis surtout capable de prendre des bonnes décisions dans l'urgence. Et d'après mon instructeur, c'est ce qui compte le plus au final. Mon entraîneur s'est d'abord montré dubitatif à l'idée de former une femme au combat, mais au vu des résultats spectaculaires obtenus par d'autres combattantes de la clandestinité en territoire occupé, il a commencé à se montrer de plus en plus impliqué dans leur formation. Je me demande tout de même pourquoi de tels résultats ne sont pas rendus publics. De toute façon, les armes ne représentent que l'un des éléments de mon entraînement. Je suis également des formations en équipement militaire, en technique de communication, en méthode de filature et en parachutisme. Il ne me reste plus qu'à terminer cet entraînement et à recevoir ma première mission. J'en brûle d'impatience. 4 juillet 1943. J'ai terminé le plus gros de mon entraînement. Tout au plus me demande-t-on encore de participer à une session d'entraînement de temps en temps, histoire de garder la forme. J'ai donc repris mon travail de bureau en attendant d'être affecté à une mission. Et j'attends. J'ai abordé le sujet auprès de mes supérieurs qui me répondent invariablement qu'ils se tiennent dans l'attente d'une opportunité. Il n'y a donc rien d'autre à faire qu'attendre. Je vais donc m'accrocher et continuer à contribuer à l'effort de guerre contre l'ombre brune en coordonnant divers groupes de résistants en territoire occupé. 20 juin 1944. Mon cher journal. Je ne vais pas tarder à embarquer pour ma mission. Je me suis dit qu'il serait peut-être bon de coucher quelques-unes de mes pensées sur le papier, histoire de me relaxer un peu. Cela fait maintenant quelques mois que j'ai découvert que Léon est en vie. Pourtant, j'ai toujours autant de mal à le croire. Quoi qu'il en soit, dès demain, je serai parachuté au-dessus des montagnes de Wagen. Je rejoindrai Léon et son groupe au refuge de Silver Spiegeln. Par une étrange coïncidence, c'est précisément là que nous nous sommes rencontrés, là où tout a commencé. Herr Gustave ne sera plus là, car le refuge a été abandonné et ne sert plus désormais que d'avant-poste au réseau des résistances locaux. Le parachutage devrait me rendre nerveuse, mais c'est loin d'être ce qui m'inquiète le plus. Ce qui me rend le plus anxieuse, c'est la perspective des retrouvailles avec Léon. Se souviendra-t-il de moi? Je sais que Londres l'a averti que c'est moi qui ai été mandatée pour superviser la mission, mais je n'ai aucun moyen de savoir comment il a pris la chose. Sera-t-il encore amoureux de moi? Devrais-je lui parler d'Anna? Ou bien devrais-je lui épargner la douleur de cette affreuse tragédie? Je ferais mieux de dormir un peu, et je me dois de rester concentrée sur ma mission. Le civil qu'il va falloir escorter jusqu'en Suisse devrait jouer un rôle essentiel dans l'effort de guerre, donc dans notre combat contre l'ombre brune. C'est à cela que je dois penser, mais avant tout, avant Léon, mais Léon, après tout ce temps, et si...
Voilà. Le carnet à dessin de Léon. Et là, on peut le revoir encore Je une reconnais les fois. montagnes de Wagen dans ces dessins. Léon a dû les faire au cours de ses expéditions dans la région. Sauf que elle a Ces fait dessins datent de de l'été de notation. notre rencontre, lorsque j'ai travaillé ici. Ces paysages n'ont pas l'air de provenir de la région de Wagen. Léon a dû faire ses dessins lorsqu'il se trouvait au Beltaillard avec l'expédition Origine. Ça, c'est un dessin des Goroun. Voilà, vous pouvez le revoir encore une fois ici. Bon, J'ai logé ici quand je suis venue travailler pour Herr Gustav. J'y ai tant de merveilleux souvenirs avec Léon. Lorsque je suis partie pour Londres avec Yunta, je ne pensais plus jamais revoir cet endroit. Et encore moins être ici avec Léon. alors ici, je l'ai à chaque fois oublié. C'est un trophée Steam. Donc là, pour une fois, je l'oublie pas. Un des tableaux de Léon. Il m'a fait poser sur la terrasse pour faire un portrait de moi cet été-là. Ensuite, il me l'a offert pour que je pense à lui pendant qu'il serait au Baltaillard. J'imagine qu'il a dû être détruit par l'ombre brune lorsqu'ils ont pillé le magasin de papa. Voilà, j'ai enfin fait ce trophée. Donc, bon, j'ai oublié comment il s'appelait le trophée. Mais je l'ai enfin fait. Alléluia, nom de Dieu. Nombre de fois. Du coup, 26 minutes, quoi, 27 minutes. Ok, on va s'arrêter là parce qu'après ça va un peu s'enchaîner. J'ai pas envie de vous couper en pleine cinématique. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. On a appris pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de lectures. Mais au moins, comme ça, une bonne grosse partie sera faite. On devra y retourner de toute façon, que ce soit avec Kate ou avec Dana, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Donc, voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine fois pour la suite de notre aventure. Bye bye.